En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la cité académique, nous allons parler des plus grands scientifiques du monde. D'un nom qui ferait se courber d'honneur n'importe quel membre du corps scientifique. Un nom si puissant que rien qu'à son écoute, vous savez très bien que celui en face de vous pourrait vous faire subir les pires tortures. Bonjour à toutes et à tous, en ce dimanche après-midi, nous allons parler de la grande famille des Kihara. Les Kihara, en voilà un nom de famille bien connu. La famille Kihara, c'est le mal à son état le plus pur d'un point de vue moralement religieux. Un mal qui se terre dans les bas-fonds de la cité académique, qui se multiplie et qui déferlera sur le monde s'il n'est pas contenu. Mais alors, vous devez vous demander, qu'est-ce que la famille Kihara? Alors non, contrairement à ce que le nom de leur clan peut laisser penser, tous les Kihara ne partagent pas le même sang. En réalité, une partie d'entre eux n'ont absolument aucun lien de parenté avec d'autres et ne se connaissent même pas. Et même s'il existe bien une lignée de scientifiques tous liés par le sang qui portent comme nom de famille Kihara, certains se le sont juste appropriés. C'est en se penchant sur NT4 qu'on en apprend un peu plus sur ce qu'est la famille Kihara. Pour faire simple, la famille Kihara, c'est la résultante du principe même de la découverte scientifique. En science, beaucoup de domaines sont poursuivis et certains vont contre la morale et l'éthique. On pourrait citer par exemple des recherches très controversées, comme sur les OGM, les nanoparticules, ou encore sur l'âme humaine. Vous voyez ce genre de sujet où quand tu l'entends, tu hausses les sourcils en mode « y a vraiment des gens qui étudient ça sérieusement ?» Ça devrait pas être le cas, c'est pas bien ou inutile. Pour cette raison, beaucoup de scientifiques ne s'y chauffent pas. Mais, tandis que certains désirent quand même voir ces sujets approfondis, y trouvant un grand intérêt malgré les controverses, il se démarquera toujours une personne qui prendra les devants et ira contre tous les étudier. Et c'est cette mentalité, la mentalité d'en avoir rien à foutre des conséquences de ses recherches, la mentalité de s'en foutre des sacrifices humains ou de la torture, si tel résultat ou non sera vraiment bénéfique. C'est cette mentalité qui fait qu'une personne devient ou non un Kihara. Alors là, vous devez sûrement vous dire que c'est sûrement l'archétype du savant fou, prêt à tout pour ses recherches et sans scrupule ni morale. Mais je dois dire que je suis pas foncièrement d'accord avec cela. Pour moi, les Kihara incarnent tous les travers de la science. C'est la personnification de la recherche scientifique sous des traits humains et la consécration de la curiosité humaine. Il faut dire que des esprits comme ça, faut pas chercher dans la fiction pour en trouver. Combien d'animaux meurent chaque jour pour des projets scientifiques? Combien de personnes sont mortes pour des recherches car il fallait des cobayes? Les Kihara, c'est pas de la science-fiction, c'est l'incarnation de la science moderne pure. Mais bref, assez philosophé, revenons au sujet. Comme je l'ai dit, les Kihara, c'est avant tout des scientifiques qui sont prêts à tout. Et la raison pour laquelle ils sont à la cité académique, c'est car toutes les technologies de pointe se trouvent là-bas. La cité académique est le Vatican de la science, pour rappel. Quoi de plus naturel donc que d'en attirer des gens qui en sont obnubilés. Et le fait que la cité académique les détienne n'est pas que bénéfique pour elle, mais aussi pour le reste du monde. De par le fait qu'ils sont contenus, ils peuvent être contrôlés. Et si j'étais laissé aux quatre coins du monde, les dégâts que cela pourrait causer seraient grandioses. Et c'est bien là le sujet de la discussion et le plot de NT4 d'ailleurs. Une femme, parlant à un vieil homme, le dira elle-même. Durant la bataille, ils ont perdu 4 Kihara, mais c'est un coup maigre car grâce à eux, le numéro 2, Kakine Taitoku, a pu créer des cellules humaines grâce à sa Dark Matter. Alors, la perte est déjà bien compensée, non? Et celle qui dit tout ça en donnant un léger sourire, attrapant le manteau blanc qu'elle avait laissé sur une chaise, n'étant pas un simple manteau blanc, mais bien une blouse scientifique, c'est Kihara Yuitsu, se décrivant comme l'une de ceux qui apparaîtront toujours tant que les humains utiliseront la science. Car c'est ça, un Kihara. Bien, maintenant que nous avons vu le principe d'un Kihara, et du fait que cela désigne plus un clan qu'une famille, bien que la lignée familiale existe quand même, comment sont-ils apparus? Eh bien, c'est dans NT12 qu'on a la réponse. C'est à travers le passé de Nukan qu'on nous décrit les Kihara originaux. À la base, le principe d'un Kihara n'existait pas, c'est que très récemment que c'est apparu, étant probablement lié à la création de la cité académique par Aleister Crowley. À la base, il n'était que 7 personnes qu'on nous décrit comme des humains tout à fait normaux, capables de pleurer ou de rire. Mais ils ont commencé à tomber dans la folie. Une folie les poussant malgré leur désespoir à continuer leur recherche coûte que coûte, car au fond, c'était dans leur plus grande nature. Ainsi est venu les Kihara, car ils se sont eux-mêmes définis comme des Kihara. Ils ont défini ce qu'était un Kihara. Ils ont créé le principe d'être un Kihara pour que ainsi toute personne qui leur ressemblerait, qui serait de même nature qu'eux, saurait que c'est un Kihara. Être un Kihara, c'est un mode de vie et de pensée. Maintenant, en ce qui concerne ces membres, même si on nous dit clairement que les 7 membres originaux sont morts depuis longtemps, leur lignée n'est clairement pas à craindre, car en tout et pour tout, il y aurait pas moins de 5000, oui, 5000 Kihara. Un chiffre énorme qui, quand on y réfléchit bien, en repensant à l'impact qu'un seul Kihara a, pourrait vraiment être dangereux pour l'humanité dans sa globalité. Aussi, encore heureux qu'il soit contenu et contrôlé dans la cité académique, car sans ça, je sais pas ce qu'il adviendrait sur le long terme. Bon, maintenant parlons des Kihara qu'on connaît. On va se pencher un peu sur certains d'entre eux, pas tous évidemment, je sais pas faire une vidéo qui dure 80 heures, mais de ceux qui sont au moins évoqués ou dont on a un minimum d'infos. D'ailleurs, chose intéressante à savoir, le nom des Kihara semble signifier quelque chose pour la plupart, un concept mathématique ou un reflet de leurs actions. On va voir ça pour chacun d'entre eux. On va commencer par Kihara Enshu, car dans NT4, elle parle de quelques-uns des Kihara qu'on connaît, en leur attribuant des honorifiques familiaux nous permettant de tisser quelques liens familiaux. Même si on sait pas si c'est de sang ou non, on a une idée de hiérarchie. Pour en revenir à elle-même, Enshu est une petite fille très timide et naïve qui essaye constamment de s'affirmer comme une Kihara, n'ayant pas de notion de bien ou de mal d'ailleurs, n'ayant aucune hésitation, dans une forme de naïveté à faire des trucs super sales. D'ailleurs, pour donner des résultats qu'elle estime satisfaisants pour un Kihara, elle a analysé les patterns de pensée et de combat de 5000 Kihara existants. En fait, elle agit un peu comme un robot le ferait, ce qui peut s'expliquer simplement par le fait que l'auteur, comme il le dit dans les Afterwords, voulait initialement en faire un robot. Son nom quant à lui, pour être dans les concepts mathématiques, signifie circonférence, au sens littéral.
Kihara Hamata, appelé Tonton Hamata par Enshu, un scientifique travaillant dans la recherche de développement de pouvoir et celui qui a aidé Accelerator à développer les siens. Il est également leader de Hound Dog, une sorte de commando d'élite sous les ordres directs d'Alistair, accomplissant sans poser de questions le moindre de ses ordres. Hamata, toujours dans le domaine des maths, veut dire multiple ou nombreux. Kihara Gensei, appelé Grand-Père Gensei par Enshu, le plus connu étant l'antagoniste de nombreux arcs de certaines scientifiques Reigen. Jusqu'à ce qu'il se fasse mettre hors d'état de nuire par Misaki, il était l'investigateur de quasiment tous les soucis rencontrés par Mikoto. C'est à cause de lui le level upper, c'est en quelque sorte à cause de lui Poltergeist, c'est à cause de lui Dreamrunker. Son nom, Gensei, signifierait primitif, insistant peut-être sur le fait qu'il est la source des ennuis ou, outre mesure, qu'il intègre parfaitement la doctrine primale d'un Kihara, être sans morale et sans scrupules et tout faire pour ses recherches. En parallèle, son nom peut aussi être interprété comme une vie illusoire. Pas étonnant étant donné que son objectif, le niveau 6, est un objectif qui n'existe pas vraiment. Une vie passée à poursuivre une illusion à travers la science. Belle métaphore pour savant fou. Telestina Lifeline Kihara, petite fille de Gensei, appelée Tata Telestina par Enshu. Elle ressemble pas mal à son grand-père dans sa psyché, voyant les ESPR comme une masse de données à étudier, mais elle est bien plus fourbe, cachant son jeu jusqu'au dernier moment. Elle dirige le MAR, le Multi-Active Rescue, qui est une organisation de la cité académique visant à protéger les citoyens, même si en réalité c'est surtout une unité sous les ordres de Telestina, un peu comme les Hamata avec les Hound Dog. Kihara Ransu, aussi appelé Tonton Ransu par Enshu. Et ça fait beaucoup de U tout ça, hein. On entre dans les personnages inconnus pour les animes only, et pour pas trop spoiler, on va pas trop dire ce qu'ils font, mais juste les évoquer grossièrement. Il étudie principalement la chimie qui affecte le cerveau et utilise des sortes de mélanges chimiques qui agissent un peu comme le Mental Out de Shokuo. Bien que foncièrement, il n'essaie pas juste de répliquer son pouvoir, mais en fait une sorte de variation, car même si son objectif avec ses mixtures est le même que celui de Mental Out, les façons d'atteindre le cerveau et de créer des illusions est bien différent. Quant à son nom, Ransu, ça signifierait nombre aléatoire. Pas étonnant étant donné que ses produits chimiques s'appellent Red Fury 03 ou Blue Fear 07. Kihara Byuri, appelée Tata Byuri par Enshu. C'est une Kihara en fauteuil roulant qui a des tendances psychopathes assez sévères. Elle dispose de l'équipement Dark Matter, une technologie développée par la cité académique permettant à des humains d'utiliser le pouvoir de Kakine. Il y a des objets qui ont été créés par son Dark Matter. D'ailleurs, vous en avez déjà vu dans Index 3 avec le groupe venu récupérer Mugino et Takitsubo. Avec ça, elle peut faire des dingueries comme se soigner et changer des parties de son corps pour pouvoir marcher ou même se transformer en monstre selon ce qu'elle préfère. Mais après, ne vous dites pas que parce qu'elle est en chaise roulante, elle serait inutile sans l'équipement Dark Matter. Ça reste une Kihara et sa chaise par exemple est équipée de machine gun ou même elle peut se servir de sa jambe comme une arme, bref une dingue. Ça correspond bien à son nom Byuri qui signifie pathologie. Vu ses tendances psychotiques, on comprend pourquoi. Kihara Yuitsu, appelée grande sœur par Enshu. Alors elle, il y a beaucoup de trucs à dire sur elle, en même temps c'est une des Kihara les plus importantes de l'œuvre. Elle aurait créé un moyen de stopper temporairement l'Underline, le système de surveillance d'Alistair pour pouvoir agir sans être surveillée. Mais quand je dis qu'elle fait des dingueries monumentales, c'est pas une blague. Entre être capable de faire de la magie grâce à une variation atténuée de Saint-Germain, qu'elle fasse des imitations des Magic Gods, qu'elle réussisse à voler le pouvoir de la main droite de Kamisato, World Projector, ou encore qu'elle fasse usage du AAA, l'arme anti-dieu, alors c'est vraiment incroyable tout ce qu'elle a accompli. Après, contrairement aux autres Kihara, elle est très attachée à une personne, enfin, un chien plutôt, Nukan, qu'elle tient en respect, pouvant même pleurer si ce dernier va mal. Son nom quant à lui signifie unique. Rien de bien choquant pour ceux qui ont lu NT14 car c'est son objectif après un certain événement. Elle va chercher à dépasser le principe du Kihara et à tout faire pour être unique. Kihara Nukan, qui n'est pas appelé par Enshu, est normal car ce dernier est un chien, un Golden Retriever plus précisément. Et là vous demandez mais qu'est-ce qu'un putain de chien avec des bras robotiques fout dans la famille Kihara? Surtout qu'il aurait soi-disant 80 ans, c'est quoi ce bordel? Eh bien je vais pas vous en parler ici, je tiens juste à vous dire que c'est un chien qui parle, qui fume de bons gros cigares. Il a une intelligence surdéveloppée qui a été développée par l'un des 7 membres originaux de la famille Kihara, et c'est l'un des personnages qui utilisera dans l'histoire le AAA, rien que ça. Et je trouve ça toujours incroyable les artworks des personnages qui font usage du AAA, il y a vraiment une beauté dedans. Nukan veut dire tronc cérébral, et oui encore une fois logique hein, pour un chien avec une intelligence supérieure. Kihara Nayuta, appelée juste Nayuta-chan par Enshu. Pas étonnant étant donné qu'elles sont toutes les deux petites. Nayuta est une des très rares Kihara à être une ESPer, son pouvoir lui permettant de percevoir les champs de Yem des ESPer et de les contrôler, un peu comme le pourrait Takitsubo, mais elle n'a pas besoin des body crystals. En contrepartie par contre son pouvoir est bien moins efficace, même si Hamata lui dit qu'avec de l'entraînement elle pourrait même défaire Accelerator. C'est une petite fille qui est un peu l'inverse des Kihara en personnalité, refusant même d'utiliser les Child Error dans les expériences. Par ailleurs son corps est composé à 70% de parties robotiques faisant d'elle une cyborg, et pendant longtemps je me suis demandé si Fanfare et du coup Nayuta était canon, car c'est écrit par l'auteur de Durarara. Et c'est en lisant les afterwords de NT1 qu'on voit que pour Kamashi c'est clairement canon, remerciant même Narita, l'auteur de Durarara, pour avoir créé un cyborg dans son univers et lui permettant donc d'en inclure dans l'histoire sans que cela ne paraisse étrange, car il y en a déjà quoi. Son nom quant à lui poursuit le thème des maths. Nayuta signifierait dans des termes bouddhistes un nombre énorme, mais genre vraiment énorme, hein, qui serait 10 puissance 60 ou 10 puissance 72. Et ça fait beaucoup de zéros ça. On approche de la fin avec Kihara Kagun, appelé Tonton Kagun par Enshu. C'est un des rares Kihara comme Yuitsu qui pourrait avoir une vidéo dédiée même si un peu moins importante que cette dernière. Il travaillait en tant que professeur, ce qui est très rare chez un Kihara, et a rejoint les forces de Gremlin. Donc oui, en plus d'être un très bon scientifique et un professeur, c'est aussi et surtout un magicien, ce qui est encore plus rare. Il aura un impact assez important dans l'arc Bagashiti et Gremlin Invasion. Et franchement, je ne vous conseillerais que trop peu d'aller lire ces arcs qui sont très sympas. Son nom quant à lui, Kagun, signifie module. On a quasiment fini avec Kihara Suji, l'antagoniste de
certaine scientifique Dark Matter. C'est un scientifique qui travaille avec Amata dans les centres de recherche de développement de pouvoir et il a particulièrement participé au Dark May Project. Et parmi toutes les atrocités de la cité, on devra en reparler de celle-là. Encore un Kiara qui n'hésitera pas à utiliser des civils innocents dans ses plans, même s'il faut torturer des enfants, il le fera avec le sourire. Lui, son histoire est très courte et tient en 4 chapitres et je vous invite vraiment à lire certaines scientifiques Dark Matter, car c'est franchement bien. Quant à son nom, ça signifie juste similaire et je sais pas quoi te dire dessus en fait. Et on termine avec Kiara Asu, le tout dernier Kiara apparu dans GT3. Il est donc totalement normal que je dise rien sur lui, mais sachez que ce taré a réussi à persister dans la mort en quelque sorte en tant que fantôme artificiel. C'est n'importe quoi le bail. Son nom voulant dire fraction ou divisé, vu qu'il est séparé de son corps, je vois le lien facilement. Voilà, on a bien fait le tour de la famille Kiara. Il y en a d'autres évoqués de nom par Enshu, mais il y a rien à dire dessus et sont donc très oubliables. Je pense que vous savez globalement ce qu'il y a à savoir dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'adore faire des vidéos, à chaque fois je me replonge dans la lecture des romans pour vérifier chaque information et je finis par relire les tomes en entier tellement je suis pris dedans. Bref, je vous souhaite une bonne fin de journée et comme d'hab, je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine vidéo de la Cité Académique. Ciao.